Ils sont archéologues, anthropologues, historiens ou démineurs. Tous perpétuent au quotidien le souvenir de cette grande bataille. À l'occasion du centenaire de cet événement historique, l'équipe du Journal de la Défense est partie à la rencontre de ces spécialistes qui sécurisent la zone où font parler les vestiges du passé. Sur ces terres ravagées par la Grande Guerre, les séquelles sont toujours bien visibles. À Verdun, Souville ou Fleury devant Douaumont, ces hommes travaillent sans relâche. Malgré la complexité de la tâche, ils parviennent parfois même à identifier les dépouilles sorties de terre. Que reste-t-il de la bataille de Verdun, près de 100 ans plus tard? Février 1916, l'armée allemande marche sur Verdun. Un déluge de feu va s'abattre sur la Meuse. La réaction de la France est immédiate. Pour barrer la route aux Allemands, une rotation des troupes est instaurée. 2/3 des poilus de France vont connaître l'enfer de Verdun. La route reliant Bar-le-Duc à Verdun est réquisitionnée. Rebaptisée après-guerre « Voie sacrée », elle acheminera quotidiennement près de 2000 tonnes de munitions, et ce jusqu'au dernier jour de la bataille, le 19 décembre 1916. Si l'Allemagne dénombre 337 000 morts, disparus ou blessés, la France en compte, elle, 378 000. Aujourd'hui, 140 000 d'entre eux n'ont toujours pas été retrouvés. Parmi ces 140 000 soldats, il y en a beaucoup qui ont été pulvérisés par les bombardements, les tirs d'artillerie. Il faut considérer le champ de bataille de Verdun et le village de Fleury devant Douaumont comme un sanctuaire, une sorte de gigantesque cimetière sans croix. La nécropole nationale de Douaumont est pourtant peuplée de poilus. Chacune de ces croix rappelle le souvenir des morts de Verdun. Mais nombreux sont ceux à reposer encore sans sépulture dans cette terre sacrée. Les soldats disparus sont toujours ici. Quand on marche sur cette commune, forcément, à un moment donné, on marche sur des soldats disparus et puis, bien entendu, sur des munitions, parce qu'il y a des millions d'obus qui n'ont pas explosé, des millions de grenades qui sont encore actives, voire même plus dangereuses qu'au départ, puisque maintenant, avec la rouille, etc., les mécanismes ont tendance à lâcher plus ou moins facilement. C'est pourquoi ces munitions sont aujourd'hui prises en charge par des professionnels du ministère de l'Intérieur. Les démineurs de la sécurité civile de Metz se rendent chaque jour sur l'ancien champ de bataille de Verdun. Alors là, on est en train de sortir notre brouette, qui est une brouette en fin de compte à chenilles, qui nous permet d'aller dans certains endroits qui sont difficiles d'accès, où on a des obus assez lourds à charger. La plupart du temps, les agents de l'Office national des forêts alertent les démineurs d'une découverte. Ils leur indiquent précisément l'emplacement des obus et les rendent repérables par un marquage fluorescent. 2015, on va dire que c'était un grand cru. Donc ça représentait 1023 demandes pour un peu plus de 50 tonnes de munitions ramassées. 2,75 sans fusée. On est en présence donc de 2 obus 75 français non tirés et qui n'ont pas de dispositif d'armement, ce qu'on appelle la fusée. Donc pour nous, ils sont transportables. Je vais donc les mettre dans le sac de mon collègue, de façon à ce qu'on puisse les ramener au véhicule. Donc là, au vu des obus qu'on trouve ici, là, donc on peut estimer que c'était une position française, surtout parce qu'on trouve des obus qui sont non amorcés, dont les ceintures sont en place, et des obus qui n'ont pas été tirés. Donc ici, à mon avis, ils ont eu des salles d'artillerie relativement importantes, et puis du coup, ils ont évacué en laissant leurs munitions sur place, quoi. Et donc les munitions, souvent, même quand ils avaient des pièces d'artillerie en place, il y a des pièces d'artillerie entières qui ont été ensevelies, des munitions avec, et aujourd'hui ça réapparaît par l'érosion, par des choses comme ça, quoi. Guy et Franck sont des experts en déminage. Les objets qu'ils manipulent sont extrêmement dangereux. Si certains obus doivent être détruits sur place, ceux qu'ils ramassent ce jour-là sont transportables car ils sont non amorcés ou parce que leur système de mise à feu le permet. Il va partir en destruction, c'est-à-dire il va aller sur le camp militaire de Suippes. Là-bas, on le détruit en fourneau, c'est-à-dire on creuse un trou à 4 mètres de profondeur, on met des palettes les unes à côté des autres, on amorce avec des mines anti-chars, on met une liaison corde détonnant des mines anti-chars à l'extérieur pour transmettre l'onde de détonation. On recouvre le tout de terre avec un grand dôme de terre. À l'extérieur, on les amorce et radiocommandé à distance, à 1300 mètres, on lance une impulsion électrique qui va faire détonner la totalité. Donc ça, c'est le schéma classique. Si pour X raison on ramasse des obus, on va dire douteux, c'est-à-dire on n'est pas sûr parce qu'ici il y a eu des obus chimiques, on va les radiographier, on leur donne un numéro et ils sont déclarés à l'OIAC. Dans ce cas-là, ces obus-là sont destinés à la future usine Sequoia qui va les démanteler et qui va retraiter le produit. Les terres de Verdun ne regorgent pas seulement de munitions. Régulièrement,
des ossements de poilus sont découverts. On est sur le champ de bataille de Verdun et plus précisément en fait, sur l'emplacement qu'occupait le village disparu aujourd'hui de Fleury-de-Vendôme-Haumont. Village qui a été entièrement rasé pendant le premier conflit mondial. Donc en 1916, à force d'être repris et repris jusqu'à 16 ou 17 fois, il était bombardé quotidiennement. Et bien, en fait, toutes les maisons ont fini par disparaître et il ne reste plus aujourd'hui que des cratères. En 2013, des pèlerins allemands qui se baladaient sur ce site ont découvert quelques ossements humains en surface. Ils ont prévenu les autorités qui sont venus récupérer ces ossements. Et puis les autorités se sont rendues rapidement compte que de quelques ossements, on est passé à un squelette complet, puis un deuxième et un troisième. Et en fait, il s'est avéré que nous avions sur place un nombre assez important de restes de soldats, à savoir 26 personnes, et parmi eux, un soldat corse, André Gentili, que nous avons retrouvé donc à l'emplacement où nous arrivons. Cette identification a été rendue possible grâce à l'exhumation d'objets de poilus, mais aussi grâce à celle de leur plaque d'identité. La chose essentielle, c'est la plaque. Si on n'a pas la plaque, ben, ça sera un soldat inconnu. On ne peut pas inventer un nom. La plaque pouvait très bien appartenir à un autre soldat et par le biais des intempéries, la décomposition des corps, du mouvement des racines et autres, et bien en fait passer d'un soldat à un autre. Hein. Voilà. Et donc il faut absolument vérifier qu'une plaque appartient bien au bon squelette et pas inversement. C'est pas parce qu'une plaque est sur un squelette que c'est le bon propriétaire. En tant qu'archéo-anthropologue de l'INRAP, j'ai été réquisitionné par le procureur de la République pour intervenir sur l'identification des restes humains, mais essentiellement sur les ossements et sur les objets bien sûr qui accompagnaient ces corps. Une des choses qu'on nous demande forcément, c'est de savoir qu'est-ce qui lui est arrivé à cet homme, quelles sont les circonstances de son décès. Ça, on va essayer de l'observer sur les os. Et là, on observe effectivement toute une série de traumatismes qui sont vraiment périmortels, donc qui sont tout à fait possiblement, en tout cas, liés au décès de la personne. Donc là, on a toute une série de côtes qui sont brisées. On observe aussi d'autres fractures au niveau du bassin. Quand on prend la hanche droite, et bien en fait, dans cette portion qu'on appelle la fosse iliaque, là, on observe une ligne de fracture. C'est l'effet d'un blast, un souffle d'explosion, une surpression de l'air. On est vraiment dans le cadre d'une mort par tir d'artillerie. Frédéric Adam ne travaille pas seul. Une étroite collaboration s'est nouée avec l'adjudant-chef Lafargue. Le travail de l'un complète celui de l'autre. Là, on a un archéologue terrain. Moi, j'ai fait en sorte de l'archéologie papier. Hein. J'ai fouillé à travers les archives, à travers les états de service de ce soldat, à travers les journaux de marche et opérations des unités, du régiment, bien sûr, mais de la grande unité. On a confronté tous ces éléments et on s'est aperçu qu'il s'agissait bien de la bonne personne. Au 24 mai, bon, le soldat André Gentili, de la 12e compagnie, ça m'est précisé par le JMO, est blessé le 24 mai. Donc sur son acte de décès, il est mort le 25. Donc il y a un jour de battement. À la lecture du journal de marche et des opérations, la 12e compagnie fait partie du 3e bataillon. Ce bataillon est dit qu'il se trouve au fort de Souville, ici. Donc notre soldat est ici, au 24. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être blessé à Souville, transporté à Fleury-de-Vendôme au PC du bataillon, parce qu'il va y avoir le poste de secours régimentaire. Et donc il va décéder à Fleury-de-Vendôme. Suite à ce décès, il va être placé dans la cave dans laquelle on l'a trouvé avec les autres soldats, donc qui devait vraisemblablement servir de morgue le temps d'évacuer. Hein. Donc ça nous donne un petit peu les circonstances. Blessé à Souville, transporté à Fleury, décès à Fleury, et voilà. Disons que ça va permettre de connaître un petit peu plus les circonstances de ce qui s'est passé, tout simplement. La dépouille de soldats identifiés, une procédure de rapatriement est lancée. Le premier acteur de cette démarche est le maire de Fleury-de-Vendôme. Je vais recevoir l'ensemble des dossiers. Je vais donc me mettre en rapport avec les sépultures militaires pour leur communiquer, s'ils ne l'ont déjà, les noms des identifiés. Et à partir de là, la procédure va être lancée pour essayer de retrouver justement ses ancêtres. Alors il y en a déjà 2 qui se sont manifestés grâce à la presse en fait, qui a relaté l'événement. Donc il y a un Corse, Gentili, j'ai eu la famille, j'ai eu le neveu
qui souhaite qu'effectivement le corps de Giancilli soit ramené en Corse. Lorsqu'un descendant en fait la demande, la dépouille de militaire identifié peut être rapatriée sur sa terre natale. Le service des sépultures de guerre assume cette mission. Ce service, dépendant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dont le siège se trouve à l'Hôtel des Invalides à Paris, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la préservation de la dépouille et de ses effets personnels. Il identifie également les descendants du soldat, achemine la dépouille et lui rend les derniers hommages. Le service des sépultures de guerre de Verdun a pris soin du cas du soldat Giancilli. Notre équipe est partie à la rencontre de Jean-Pierre, un de ses descendants. On a appris par les infos à la télé le soir à 20h. Et on s'est tous regardés parce qu'on connaissait tous l'histoire tragique de mon oncle. Et sur le coup, peut-être on n'y croyait même pas. Ma famille, lorsqu'on s'est réunis pour savoir si on allait le faire entrer ou le laisser là-bas avec ses camarades, il y en a un qui était plus intelligent que tous et a dit non, on va le rentrer chez nous parce qu'avant de mourir, je mets ma main au feu et il a crié Oma. En Corse, ça veut dire maman. Et rien que pour ça, on a tous voté pour. On ne s'est senti pas de la joie à chanter, mais on s'est senti soulagé qu'il repose avec les siens. Là, il y a son père, mais sa mère est plus loin, donc ils sont ensemble, ma famille. Vous avez la médaille de Verdun. Là, c'est une médaille où il y a sa photo à lui. Ce travail de mémoire, les enfants de Vescovato y ont aussi participé. Ils ont exposé leur travail sur le retour du soldat Giancilli sur ses terres natales. Au travers de ces parcours divers, un message se dégage. La mémoire de cette bataille, survenue il y a 100 ans déjà et dont tous les acteurs ont aujourd'hui disparu, est encore bien vivante.